Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc effectivement, je vais vous dresser une sorte d'état des lieux de la planète. Et il est vrai que cet état des lieux n'est pas très agréable à faire. Alors ne me jetez pas par la fenêtre si on est au fond, parce que je n'y suis pour rien dans l'état des lieux, pas plus que vous d'ailleurs. Et en fait, les informations que je vais vous livrer, ce n'est pas moi qui les ai produites, hein. Je fais une compilation d'informations, en général, très sérieuses et très bien faites. Alors, première chose, un état des lieux, puis ensuite j'ouvrirai deux sortes de perspectives. Une première perspective, c'est autour de ce qu'on appelle l'économie circulaire, et effectivement, dans vos secteurs, c'est pas complètement absurde. Et puis, derrière cette première perspective, qui est mi-économique, mi-professionnelle, parce qu'elle aura effectivement des aspects professionnels forts, j'ouvrirai un peu plus le champ pour vous montrer que finalement, on est un peu à un moment de bascule, et on est comme au pied de deux orientations de civilisation possibles. Et là, c'est à chacun de nous de voir ce qu'il en est. Alors la première partie de mon propos, eh bien, elle va consister à vous montrer les raisons de ce qu'on appelle l'Anthropocène. Ce qu'on appelle l'Anthropocène, ce serait une nouvelle étape dans l'histoire de la Terre, mais cette fois-ci, où l'histoire de la Terre et l'histoire tout court, l'histoire des hommes, seraient totalement entremêlées, indiscernables. Si vous prenez aujourd'hui, et vous verrez tout à l'heure, un cyclone, regardez, vous avez une courbe qui vous montre comment les catastrophes naturelles depuis les années 50 ont explosé. Eh bien, un cyclone, c'est un phénomène naturel, mais qui aujourd'hui comporte une part culturelle. Il est pour partie, sur la base de mécanismes évidemment qui n'ont pas changé, il est pour partie la conséquence du changement de la composition chimique de l'atmosphère à laquelle nous avons procédé depuis maintenant un peu plus d'un demi-siècle et son regard essentiel. Et donc, l'Anthropocène, c'est cette période où nous-mêmes, l'humanité, exerçons le rôle de force géologique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va l'exercer ad vitam aeternam, puisque, effectivement, en étant devenu une force géologique, eh bien, on entre en interaction avec d'autres, nous semble-t-il, plus puissants que nous-mêmes. Donc, dans les décennies qui viennent, on verra ce qu'il en adviendra. En tout cas, on fait commencer cet Anthropocène. Alors, l'Anthropocène, ça serait la période qui suivrait ce qu'on appelle l'Holocène. L'Holocène a duré 11 700 ans, et c'est la période qui nous sépare en fait de la vraiment fin du dernier âge glaciaire. Il y a eu des rebonds, mais quand on en sort vraiment, et si on commence l'Anthropocène comme on le fait ici, à partir de 1950, eh bien l'Holocène aurait duré 11 700 ans. Et nous serions dans l'Anthropocène depuis les années 50. Pourquoi? Eh bien, vous le constatez ici, parce que les années 50 sont marquées par une explosion de nos activités. Vous l'avez ici avec le PIB mondial, qui va décupler entre 2050 entre 1950 et 2000, et la population humaine, qui, elle, va doubler aussi. On passe de 3 milliards en 50 à 6 milliards en 2000. On sera bientôt, maintenant, on s'approche des 8 milliards, on va dépasser les 8 milliards au début des années 20. Donc comme vous le voyez, la population, le PIB et toutes les activités économiques, toutes s'envolent à compter des années 50. Si on allait dans le détail des responsabilités, les choses seraient un petit peu compliquées. Et puis vous voyez donc les graphes dans la partie inférieure du tableau, et bien vous voyez les conséquences en termes de flux, en termes de dégradation des écosystèmes. Par exemple, vous avez la concentration atmosphérique de CO2 qui s'envole, c'est la dernière courbe. Vous avez les catastrophes naturelles qui s'envolent, les flux côtiers de l'azote, etc. Donc ça, c'est le point de départ. Le rôle que nous exerçons sur cette planète a quantitativement et qualitativement changé à compter des années 50. Et maintenant, on va voir sous trois aspects. On va retenir la question du climat, on retiendra la question du vivant, des populations vivantes et de l'érosion de la biodiversité, c'est pas exactement la même chose. Et puis, on envisagera rapidement la question des ressources, et après je reviendrai au schéma de limite planétaire pour revenir à la question de l'Anthropocène. Alors, très rapidement, je ne veux pas vous assommer, mais simplement vous donner un certain nombre d'ordres de grandeur, et puis
un certain nombre de perspectives pour un avenir à la fin du siècle et au-delà. Donc, premier chiffre à retenir, si on s'arrête à l'an dernier, à 2017, eh bien, entre la fin du 19e siècle, 1880, et puis aujourd'hui, la température moyenne a augmenté d'1 degré, 1 dixième. On veut dire, c'est pas beaucoup, 1 degré, 1 dixième, chaque matin, elle augmente de 1 degré. Attention, ça c'est une moyenne planétaire. Ce n'est pas la température de la météo. Si vous prenez 5 degrés de moins, ce que vous aviez justement lors du précédent âge glaciaire, eh bien, vous avez, en fait, en gros, la vie qui va se rassembler à l'intérieur des tropiques. Le reste étant devenu extrêmement hostile à la vie, avec les pôles, comme vous le savez, gelés. Par exemple, en France, on avait, enfin, la France finalement n'existait pas, mais la géographie française, en gros, on avait des glaces permanentes, au moment en tout cas les plus forts, qui pouvaient descendre jusqu'au Massif central, et puis on avait des terres qui étaient gelées en permanence jusqu'aux Pyrénées. Donc ça, c'est 5 degrés de moyenne, pour bien vous sensibiliser à la moyenne. Ensuite, vous en donnez les ordres de grandeur. Chaque année, on émet 10 milliards de tonnes de carbone. En CO2, ben, c'est 4 fois. Et puis si on ajoute les autres gaz, on est à 52. Et du coup, on a accumulé plus en fait de 2100 gigatonnes, milliards de tonnes dans l'atmosphère. Les 4 dernières années ont été consécutivement les plus chaudes. Et surtout, l'anomalie, c'est 2017. Si vous aviez interrogé les scientifiques du climat en 2016, ils vous auraient dit, ben non, normalement, 2017, ça devrait être un petit peu plus froid parce qu'on est sorti du El Niño précédent en mars 2016, et puis on ne s'attendait pas du tout à ce que 2017, on le verra tout à l'heure avec d'autres chiffres, soit une année hyper riche, entre guillemets bien sûr, en termes de catastrophes naturelles. Et puis face à ça, la réaction de la communauté internationale, si ce mot a un sens, n'est pas géniale. Si je prends simplement la France, elle a vu ses émissions croître de 3, en fait, je crois que c'est 3,3% depuis, enfin l'an dernier. Et à l'échelle mondiale, c'est plus de 2%. Du coup, on passera les 1,5 degrés probablement avant les années 30. Et on sera à 2 degrés de moyenne déjà au milieu du siècle. Probablement vers la fin des années 40. Donc on est très loin des engagements que l'on prétend prendre. Et ça, on n'y peut plus rien. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que le climat d'aujourd'hui, c'est les émissions cumulées jusque, grosso modo, il y a 30 et 40 ans. Donc le climat que nous aurons dans 30 à 40 ans, ce sont les émissions que nous avons cumulées jusqu'à aujourd'hui. Il y a un temps de latence très important, il y a une inertie des systèmes qui fait que de toute façon, nos modalités d'action, elles sont encore importantes, on va le voir, bien sûr, Dieu merci, mais plutôt pour la seconde moitié du siècle, et déjà on regarde ce chiffre, ce qui est en fait un petit peu moins drôle. Constat de l'ONU en 31 octobre de l'année dernière, effectivement, on devrait passer de 52, alors là on est en équivalent en carbone, et pas simplement en CO2 et pas en carbone, on devrait baisser de 10 gigatonnes, d'un cinquième, ce qui est vraiment énorme. Voir si vraiment on voulait être sûr de ce fameux objectif de pouvoir revenir aux 2 degrés à la fin du siècle, eh bien, voir de les ramener à 25, à la moitié. Alors, attendez, ça va être extrêmement difficile. Et ensuite, il faudrait que dans la seconde moitié du siècle, on ait une neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on utilise peu d'énergie fossile et que le peu qu'on utilise, on soit capable de le capter et de l'enfouir dans les sous-sols. On est franchement loin du compte. Alors, autre chose très très importante, vous avez un très bon indicateur avec effectivement les catastrophes naturelles. Vous savez, le changement climatique, c'est premièrement une évolution vers le haut de la température moyenne, c'est le régime des pluies qui change, dans la région on s'en aperçoit, c'est la montée du niveau des mers, et c'est des événements extrêmes, plus extrêmes, et plus fréquents dans l'extrême. On est en plein dedans, et ça s'accélère. Autre remarque à bien comprendre, c'est que le changement climatique, ça n'est pas linéaire, c'est exponentiel. C'est-à-dire, les phénomènes ont tendance à s'intensifier. Si l'on prend le coût des catastrophes naturelles aux États-Unis, payées par les assurances,
En moyenne, durant la décennie 80 du siècle précédent, on était à 3 milliards de dollars. On passe, durant la première décennie de ce 21e siècle, à 20 milliards de dollars. Première moitié de la seconde décennie de ce siècle, on est passé en moyenne à 40 milliards de dollars. Alors je ne sais pas ce que sera la moyenne pour la deuxième moitié de la seconde décennie. Ce que je peux vous dire en revanche, parce que là on a les chiffres, c'est que pour les États-Unis seuls, comme les autres chiffres que je viens de vous donner, eh bien avec Harvey et les autres catastrophes qui ont frappé ce territoire, qui est un territoire assez bien exposé à ce genre de phénomène, on est en 2017 à plus de 200 milliards de dollars. Et c'est la première fois que Swiss Re est obligé de se recapitaliser. Et effectivement, et ça vous concerne le bâtiment, il y a à l'avenir, il y a un certain nombre de biens, un certain nombre de risques que nous ne pourrons probablement plus assurer. On commence à entrer dans le dur du changement climatique. Là, vous le comprenez, le changement climatique, ça n'est pas aller à la piscine plus souvent. C'est changer un des paramètres fondamentaux du système Terre. Ça rigole pas. Il fallait être assez idiot pour le faire, mais on l'a fait sans le savoir d'une certaine manière. Maintenant, on le sait. Et donc, on peut espérer que ça change un petit peu. Alors, si je prends des projections, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas, la tendance est plutôt celle-là. Si on était à 3,7 degrés d'augmentation en moyenne par rapport à 1880 de la température à l'échelle mondiale, si vous voulez, un pays tempéré, c'est 1,5 fois, 1 fois 2 tiers. Ça, bon, imaginons que ce soit le cas en France, eh bien vous avez une étude de Météo France qui était sortie en juillet dernier, donc il y a un peu moins d'1 an. Nous aurions dans l'est de la France, c'est plutôt Strasbourg si vous voulez, nous aurions dans l'est de la France des pointes qui pourraient aller jusqu'à 55 degrés. Vous imaginez bien que si vous avez des points extrêmes qui peuvent aller jusqu'à 55 degrés, vous imaginez que les jours à 30, les jours à 35, les jours à 40 deviennent extrêmement nombreux. Ce n'est pas la peine de vous faire un dessin, vous avez bien compris que dans ce cas-là, on bascule dans un système climatique qui est différent. Et vous imaginez une ville comme Toulouse à 50 degrés. Imaginez à quel point ça va être agréable à vivre. C'est ça, c'est très concret. Il faut bien avoir ce concret. Et alors, effectivement, des rafales de vent à 400 km/h, vous en avez eu. Je ne sais plus quel cyclone dans le Pacifique, dans les années 60, vous avez vu des rafales à 400 km/h. C'était rarissime. Si vous prenez la série des cyclones qui ont eu lieu en 2017, des rafales, en tout cas qui ont dépassé les 350 km/h, c'était quasi systématique. Et vous avez vu, il y a une nouvelle étude qui est parue, je ne vais pas mentionner là, qui nous dit qu'un des problèmes aussi du changement climatique, c'est que l'intensité du cyclone est plus forte, mais en revanche, la vitesse de déplacement du cyclone est plus faible, et donc le temps d'exposition à des rafales destructrices s'allonge. Donc voilà, le changement climatique, on ne rigole pas, c'est vraiment un véritable problème. Alors, pour bien comprendre certains petits aspects, compte tenu de l'inertie dont je vous ai parlé tout à l'heure, imaginons qu'on atteigne les 3 degrés à la fin du siècle, on aura forcément plus à compter grosso modo de la moitié du siècle suivant. Selon les modèles, c'est variable, c'est entre 0,5 degrés et 2 degrés en plus. N'oubliez pas qu'il y a toujours des incertitudes dans ces aspects-là. C'est très important de bien se caler sur ce qu'on constate et de bien voir que le reste, ce sont des modélisations sur la suite. Mais en tout cas, les modélisations d'il y a 40 ans ont plutôt été dépassées dans l'ampleur de ce qu'on attendait. Et là, vous l'auriez pour plusieurs milliers d'années. C'est ça aussi un paramètre très important, c'est le paramètre temps. On a vu tout à l'heure que entre l'accumulation et ses effets, il y avait un espace de temps, 30 à 40 ans, mais une fois qu'on a perturbé le système, la perturbation se maintient très longtemps. Deuxième chose à bien comprendre, c'est que le changement climatique, c'est des boucles de rétroaction positives. Par exemple, vous savez que le premier des gaz à effet de serre, c'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau. Simplement, vous le comprenez bien, s'il fait plus chaud, il y a plus de quoi? Il y a plus de vapeur d'eau. S'il y a plus de vapeur d'eau, il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, il y a plus de vapeur d'eau, et on monte en spirale. On a un emballement possible. On a le même problème avec la fonte des calottes glaciaires. Moins vous avez de glace sur les mers, et plus vous avez d'énergie qui est absorbée par le caractère sombre
des mers sans glace, et plus la glace fond à côté. Et hop, ça peut aussi s'emballer. Ça, c'est la première chose, c'est une des premières raisons pour lesquelles il ne faudrait pas dépasser les 2 degrés, parce qu'effectivement, on s'expose plus à des emballements possibles. Deuxième raison, elle est très importante, eh bien, c'est que durant ce qu'on appelle le quaternaire, c'est l'ère dans laquelle on est toujours. Le quaternaire, c'est lorsque vous avez sur Terre des pôles glacés. Ok? Ça fait 2 600 000 ans qu'il y a une alternance entre ère glaciaire et ère non glaciaire. Donc ça fait 2 600 000 ans, parce que les aires glaciaires sont en général assez longues, de 100 000 ans, et les interglaciaires plutôt de 20 000 ans. Donc, grosso modo, c'est une moyenne. Eh bien, ça veut dire que si vous voulez, pendant ces 2 600 000 ans, les mêmes espèces se sont, pendant les périodes glaciaires, réfugiées entre les tropiques. Et donc, elles sont adaptées à un tunnel de variation des températures qui n'excède pas les 2 degrés. Tout l'ensemble des espèces qui vivent aujourd'hui sont adaptées à ce tunnel de variation des températures. Alors évidemment, si on va au-delà des 2 degrés, on excède ce tunnel. Et ce n'est pas évidemment une très bonne nouvelle pour le vivant, dont on va voir qu'il est en mauvaise posture et en mauvaise forme. En plus, il y a des choses dans tout ce que je vous ai dit qu'on ne calcule même pas. On ne sait pas calculer les effets des relargages de CO2, de CH4, etc., qui, avec la fonte du pergélisol dans les latitudes très au nord, s'échappent. Et maintenant, on sait, on peut constater, s'échappent quand même en quantité. Ça n'est jamais intégré dans les modèles qu'on nous donne. Ok, donc vous voyez, c'est vrai que ce n'est pas une très bonne nouvelle. Si je vois la question du climat, je pense que vous avez compris que c'est un peu comme si on touchait la température de votre corps. Si vous voyez votre thermomètre et si vous allez vous dépasser largement, enfin, quelques dixièmes des 40, je ne pense pas que vous allez être très rassuré. En gros, c'est ce qu'on est en train de faire pour la planète. On a dépassé les 40. Alors, en plus, ça intervient à un moment où on a énormément fragilisé la vie. Et la première chose qu'il faut bien prendre en considération, avant de parler d'accélération de l'érosion des espèces, il faut déjà prendre en compte les populations, l'évolution des populations vivantes, sauvages. Autant vous dire que ça n'est pas la gloire. D'une façon synthétique, vous savez qu'avant nous, il y a eu 5 extinctions dans le passé. On parle d'extinction de masse quand sur une très longue période, c'est largement plus de 100 000 ans, vous avez jusqu'à 75% des espèces qui disparaissent. On n'en est pas là. En revanche, le rythme d'érosion des espèces est déjà aujourd'hui supérieur à ce qu'il a été durant toutes ces extinctions. Donc les choses vont aujourd'hui très très vite. On ne va pas attendre 100 000 ans. Le rythme d'érosion va être décuplé d'ici à la fin du siècle par rapport à certaines projections. Vous avez des chiffres là. Alors, du coup, première chose qu'on constate déjà, c'est l'effondrement de certaines populations. Ça, c'est une enquête qui a fait beaucoup parler d'elle sur des régions, différentes régions d'Allemagne, et des régions avec un mode d'agriculture plutôt, pour les Suisses, plutôt d'agriculture intégrée. Raisonné, mais en mieux par rapport à ce qui se fait en France. Eh bien, c'est pourtant, en 27 ans, 75% des insectes volants, dont les pollinisateurs, c'est beaucoup plus large, 75% des insectes volants qui ont disparu. C'est vraiment un effondrement hyper rapide des populations. Alors, je veux bien que vous imaginiez que vous allez pouvoir survivre sur du silicium, chacun ses fantasmes, mais je vous rappelle quand même que vous êtes des êtres vivants, et que nous sommes tous des êtres vivants. Si autour de nous, les êtres vivants disparaissent en masse, il faudrait qu'on soit un peu bête pour imaginer que c'est une excellente nouvelle pour nous. Alors, si on prend par exemple les vertébrés sauvages, c'est pareil, à peu près dans un laps de temps analogue, c'est jusqu'à 57% qui ont disparu. Et si vous prenez la biomasse des vertébrés domestiques, elle est aujourd'hui infiniment plus importante, c'est 97% en gros, par rapport aux vertébrés sauvages. Donc c'est un déséquilibre, on ne peut pas parler de déséquilibre dans ces cas. Et surtout, ce qui est très très inquiétant, eh bien, c'est qu'on a des espèces ordinaires. Des espèces ordinaires qui voient leurs effectifs s'effondrer. Ça, c'est très inquiétant parce qu'une espèce ordinaire, c'est une espèce qui est polyadaptée.
Ce n'est pas une espèce spécifique, il ne peut vivre que dans des niches très particulières. C'est une espèce comme Chardonnay, je ne sais pas, moi, les rondelles, etc., qui ont des possibilités d'adaptation assez larges. Et bien même ces espèces-là, aujourd'hui, voient leurs effectifs s'effondrer. Et dernier indicateur, ça c'est une étude très très récente, alors très particulièrement intéressante pour les Suisses, c'est que bien les espèces ont tendance à se réfugier beaucoup plus avec une intensification du phénomène énorme vers les cimes. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi, une fois que l'espèce s'est réfugiée vers les cimes, le stade ultérieur, c'est l'au-delà. Donc ce n'est pas évidemment un excellent indicateur. Tout ça a été vérifié par les 5 rapports qu'a publié dans l'année l'équivalent du GIEC avec l'ES pour la biodiversité. Alors voilà, on en arrive à ce schéma que je vais vous commenter rapidement. Là, on a le schéma de ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est important parce que j'y ferai référence tout à l'heure en parlant d'économie circulaire. Ce qu'on appelle les limites planétaires, eh bien, c'est un certain nombre d'indicateurs qui sont les indicateurs du passage dans l'Anthropocène. En fait, il y a 9 limites. Sur ces limites-là, vous avez un point d'interrogation. Ce sont les limites pour lesquelles on n'est pas capable de fixer un seuil qu'il conviendrait de ne pas dépasser ou qu'on aurait dû ne pas dépasser dans le passé. D'accord? Donc ça nous ramène à 6 limites. Sur les 6 limites qu'on est capable de chiffrer, eh bien, on a déjà franchi 4 en termes de climat, en termes d'accélération de la disparition des espèces, en termes d'usage des sols, en termes de flux d'azote et de phosphore, avec nos activités agricoles. Et puis, si je regarde les deux autres, l'usage de l'eau et l'acidification des océans. Pour l'acidification des océans, qui est une conséquence du changement climatique, du changement de la composition chimique de l'atmosphère, eh bien, d'ici 10-15 ans, on aura franchi le seuil. Vous verrez tout à l'heure avec un slide que je vais vous montrer à quel point déjà les océans sont pas en forme. Pour l'eau, vous avez 40% de la population mondiale qui souffre déjà d'un manque d'eau. Et en fait, en 2050, on pourrait dépasser les 4000 km3, ce qui serait en fait la quantité d'eau douce maximale utilisable par les êtres humains pour ne pas trop empiéter sur le reste du vivant. Ok? Et donc ça, on le franchira dans le cours du siècle vers la moitié du siècle. Donc, et la difficulté évidemment de ces franchissements, eh bien c'est lorsque, en effet, vous allez le confirmer, personne parmi vous n'a été averti. Il n'y a pas de douanier qui nous montre, et c'est un Suisse qui vous parle, il n'y a pas de douanier qui vous montre quand on franchit une limite planétaire. Et en fait, eh bien, ceux qui la franchissent le font allègrement et innocemment. Et ceux qui vont passer à la caisse plus tard ne sont en général pas ceux qui la franchissent. Ce qui, évidemment, rend les choses très, très difficiles. Alors, d'où l'avertissement, vous avez vu en novembre, là, de 15 360 scientifiques. Et ça, on a l'impression qu'ils parlent en désert, hein, les conséquences en général de nos avertissements sont relativement faibles. Alors, on va passer à un autre plan, maintenant. On va passer au plan des ressources. Et des ressources, si vous voulez, qui sont indispensables à nos activités économiques. On a les ressources énergétiques, fossiles, on va parler déjà des ressources en douce, on a les ressources en termes de métaux, en termes de minéraux, et puis on a les ressources biotiques, les ressources vivantes que produisent les écosystèmes. Sur chacun de ces aspects, on est en train de passer un peu de l'autre côté du miroir. Là, c'est simplement pour vous rappeler le chiffre clé en matière d'énergie. Parce que quand certains opérateurs vous disent « nous produisons de l'énergie », ben non, c'est une métaphore. L'énergie est constante dans l'univers. Les hommes ne produisent pas d'énergie. Les hommes sont capables de la capter, de la transformer et de la transporter. Et comme vous le savez, eh bien, capter l'énergie, transformer l'énergie, transporter l'énergie, ça coûte de l'énergie. Il n'y a pas de miracle énergétique. Le chiffre clé, c'est le ratio entre l'énergie que je mobilise et celle que je récupère une fois retirée la quantité que j'ai mobilisée.
Et effectivement, au début de la saga du pétrole, très grand champ, j'investis un baril, j'en récupère 100. Aujourd'hui, on en est à 1 et moins de 20. Et donc, ça c'est le chiffre clé. C'est celui qui nous indique la disponibilité de l'énergie pour une société. Donc là, on ne va pas vers le Alors, évidemment, on a, notamment avec le solaire, parce que le solaire n'est pas une technique à maturité. Alors, c'est très difficile à calculer parce que c'est intermittent. Évidemment, les mêmes panneaux solaires à Lausanne et en Californie, vous imaginez bien que ce n'est pas le même rendement. Donc on a un chiffre très moyen. On dit qu'en général, en solaire, quand j'investis 1 aujourd'hui, je récupère 8. On devrait, d'ici 15 ans, doubler ce chiffre, le redoubler encore. Donc finalement, c'est quand même intéressant. On arrivera à un ROI qui est quand même relativement favorable. Et on commence à savoir à utiliser un peu moins de matériaux, notamment, on arrive à faire des panneaux beaucoup moins riches en métaux semi-précieux. Donc ça, c'est au contraire plutôt une très bonne nouvelle. Bon, passons à un minéral, passons au sable. Alors évidemment, le sable n'est pas partout dans le monde. Si vous allez du côté de Québec, ou de manière générale au Canada, le sable ne manque pas. Mais en revanche, les petits gamins des plages du Maroc vont chercher des seaux de sable la nuit pour le revendre aux entreprises le jour. Alors vous allez me dire, mais c'est idiot, il y a le Sahara juste à côté. C'est pas la même qualité. Et on n'en tire pas les mêmes usages. Là, il y a à peu près 200 usages qu'on peut tirer du sable, et il faut qu'il soit assez abrasif, ce qui n'est pas le cas des sables et des déserts. Alors, là, vous avez une sorte de projection pour les métaux. Alors, en général, quand on fait ces projections, elles sont toujours à mettre, si vous voulez, à considérer avec des pincettes, parce qu'en général, on prend une année de référence, et puis on projette cette année de référence sur l'avenir. C'est idiot. Quand pour, par exemple, de manière générale, les métaux, on a été pendant des décennies, 5 ans maintenant, sur un taux de croissance annuel de la consommation d'un métal donné de 3,8. Vous imaginez bien que quand on fait ce genre de calcul, c'est idiot. Avec 3% de croissance, vous avez la multiplication sur 100 ans de la quantité initiale d'un facteur 19. Donc c'est idiot. Là, on voit déjà comment ça fond, simplement en passant d'une année de référence à un segment sur 10 ans qui te donne un taux de croissance, c'est déjà plus intéressant. Là, le schéma est vieux. Maintenant, vous avez à peu près toutes les cases qui sont colorées. Ça, c'est quelque chose d'important. On utilise tout ce qu'on peut utiliser. Ça veut dire une chose, ça veut dire que la substitution devient beaucoup plus difficile. Regardez simplement une éolienne classique, ça doit être du 2,5 MW, c'est pas très gros, hein, mais vous avez déjà des éléments de 600 kg pour de déodine, de dysprosium, de terres rares, etc. Donc, produire la quantité que l'on consomme d'électricité au monde avec des éoliennes, on n'aura pas assez de métaux. Tout simplement. Alors, là, c'est aussi un ratio. Alors évidemment, ratio, c'est la quantité de métal mobilisé. La quantité de métal mobilisée au kilowattheure. Ce qui fait qu'effectivement, le barrage, avec les turbines, c'est pas évidemment la masse de béton qui est en cours. Et là, vous aviez des panneaux à l'époque, des panneaux solaires plus minces, qui étaient très riches en métaux. Si vous prenez des panneaux d'aujourd'hui, vous n'aurez pas le même schéma. Ça, c'est pour vous montrer, je vais passer au bilan, je vais très vite, hein, c'est pour vous montrer une carte de la richesse halieutique de l'Atlantique Nord au début du XXe siècle. C'était très riche. Regardez maintenant au début du XXIe siècle, et n'oubliez pas qu'on est 17 ans après. Il n'y a pas de miracle. On est très nombreux. Et on a des prélèvements de plus en plus importants. Donc, ceux qui pensent que ça va continuer comme ça à l'infini, très sincèrement, ça n'est pas sérieux. En tout cas, c'est totalement contraire à tout ce qu'on comprend, à tout ce qu'on sait. Alors, petit truc amusant, mais j'espère que ça ne va pas se produire, j'en sais rien. Là, c'était le schéma des Meadows, le rapport Meadows, qui était paru en 72, en 72 pour nos amis de Lausanne. Eh bien, les courbes en pointillés, c'était la projection du début des années 70. D'accord ? Le graphe, c'est la réalité, c'est dommage, la réalité s'arrête en 2000. Il y a un papier, mais les chiffres sont trop compliqués, je ne vous l'ai pas mis. Un papier qui était sorti en 2015, où on en est jusqu'en 2012, évidemment ça n'a pas changé. Le graphe suit à peu de choses près le pointillé. Et
Espérons que ça ne sera pas le cas dans les 20 ans qui viennent. Mais bon, donc ça c'est un petit schéma qui a quand même une résilience depuis 40 ans, c'est quand même pas mal. Alors, du coup, là voilà, on va passer, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Donc, première forme de réponse, eh bien, c'est une stratégie économique, évidemment, qui n'aurait de sens que sur une trentaine d'années, parce qu'évidemment, entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a des choses qui sont très très difficiles à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là, on a, si vous voulez, fait une sorte d'exercice intellectuel, une sorte d'épure. Qu'est-ce que ça donne si je prends ce que je vous ai dit au sérieux? C'est pas toujours très drôle, enfin, on le fait sur plusieurs décennies. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Et donc là, effectivement, on s'est livré à cet exercice, et pour le faire, bien, on n'a pas voulu rester dans le flou auquel nous a habitué le développement durable. Mais sur un plan logique, le développement durable, c'est quand même une drôle de construction. Si vous regardez les deux sens qu'on peut donner à l'expression, on peut donner au développement durable le sens de la durabilité forte ou le sens de la durabilité faible. La durabilité faible, ça veut dire que forcément nos activités économiques détruisent une part du capital naturel qu'on a reçu, et on parie sur le fait qu'à ce capital naturel qu'on détruit, on va pouvoir substituer du capital reproductible, grosso modo des techniques. Sympathique, mais ça ne marche pas comme ça. Quand on substitue du gaz de roche-mère à du gaz naturel, on ne substitue pas du tout une technique à un morceau de nature. On substitue une technique à une autre, et avec cette autre technique, on va exploiter un compartiment du capital naturel qu'on ne savait pas exploiter. Alors déjà, le raisonnement est bancal, enfin, faisons comme si c'était le cas. Ok, ça c'est la durabilité faible, je dézingue et je substitue des techniques. Et puis la durabilité forte, ça consiste à dire que c'est sympathique de substituer une technique, mais je viens de vous dire, ça ne marche pas. Et puis, si je détruis un certain nombre de mécanismes fondamentaux, eh bien je détruis tout simplement ce qu'on est un peu en train de faire, les conditions d'habitabilité pour l'espèce humaine et les autres espèces qui l'accompagnent sur cette terre. Donc en fait, le développement durable, ça veut dire une chose et ça contradictoire. Dans un cas, je substitue, dans l'autre, je ne substitue pas. Alors déjà, pour le philosophe que je suis, c'est une notion louche, puisqu'elle veut dire une chose et ça contradictoire. Mais c'est encore mieux que ça. Parce que la durabilité faible, telle que l'a défini l'économiste de Solow, c'est ce qu'on fait depuis le 19e siècle. Donc, le développement durable, c'est la même chose que l'absence de développement durable. Là aussi, pour le philosophe que je suis, c'est quand même un mode de raisonnement qui m'échappe. Et donc, c'est absurde. On va essayer d'éviter ça avec l'économie circulaire, on va essayer de lui donner un sens relativement précis, de telle sorte qu'on ne dise pas n'importe quoi quand on parle d'économie circulaire. C'est ce qu'on pourrait quand même gaillardement commencer à faire. Alors on verra après les niveaux. Mais voilà, l'économie que vous verrez après, avec mon collègue qu'on appelle permacirculaire, c'est l'idée d'une économie qui, sur la durée, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, qui répond aux défis que je vous ai indiqués. Soit tout ce que je vous ai dit du pipeau, mais montrez-le-moi, je vous attends. Soit ça n'est pas du pipeau, et puis on ne pourra pas indéfiniment l'ignorer. Et je pense que si on le considère comme du pipeau, on va finir par se le prendre en pleine figure, et ça commence, regardez le coup aux États-Unis, et ça ne va pas être drôle. Il vaudrait mieux essayer de réfléchir et puis de trouver le meilleur compromis entre l'intérêt qu'il y a à vivre et puis le respect des contraintes sur lesquelles on peut vivre. Ça demande pas mal d'énergie parce que la chose est pas simple. Donc, une économie permacirculaire, c'est une volonté de réponse progressive à l'état des lieux que j'ai dressé. Ok, je pense que c'est assez clair. Alors, là, je vous ai donné comme indicateur tout à l'heure les limites planétaires. J'y reviendrai.
on ne peut pas revenir à la zone verte qu'on a abandonnée. Ou si on y revient, c'est, par exemple, en termes de climat, dans 100 000 ans, il y aura encore 7% des 2100 gigatonnes d'équivalent carbone qu'on a passé, on n'aura plus tellement d'incidence, mais comme je dis, en revanche, les incidences vont être très fortes pendant plusieurs milliers d'années, et puis elles vont lentement entrer. On est déjà sur une durée très longue. Maintenant, si je prends le vivant, et si je prends les espèces, la richesse génétique qui est en deçà des espèces, quand vous avez les 5 extinctions qui nous ont précédés, le temps de recomposition d'une diversité d'espèces à la nôtre, c'est évidemment pas la même, elle ne serait pas là, si les dinosaures n'étaient pas disparus, les petits mammifères n'auraient pas pu se développer. Mais le temps de reconstitution, c'est 5 à 10 millions. Donc en fait, ce qu'on a fait dans le siècle dernier, et puis maintenant, va porter à conséquence pour des milliers jusqu'à des millions d'années. Ça donne un peu le tournis. Mais c'est effectivement la situation où on se trouve. Alors, si je prends un autre indicateur, c'est important d'en avoir plusieurs, puisque si je donne comme objectif à des politiques publiques de revenir dans 100 000 ans, on considère que ça n'a pas de sens. Donc on fait un mélange. Concernant les limites planétaires, il faut qu'on inverse, il faut qu'on réduise les flux. Mais on a l'autre indicateur qui est celui de l'empreinte écologique. Alors pendant je suis, faites vraiment attention. Nos suivants, la part de la réalité qu'on considère, les causes et nos responsabilités personnelles sont très différentes. Si je regarde, si je pointe les flux de matière et les flux d'énergie, eh bien, à partir de ce moment-là, ce qui a un impact très fort, c'est nos niveaux de vie. Et par rapport à ça, la population de façon générale n'est pas égale. Plus on a un niveau de vie élevé, et plus on aura un impact sur la question des limites. Excusez-moi. En revanche, si je regarde la biodiversité, eh bien là, c'est chacun de nous qui naît a nécessairement besoin de certaines surfaces et implique que les surfaces anthropisées augmentent. Et donc, l'aire d'existence des espèces sauvages diminue. En plus, on fragmente leur territoire. Alors, on a des moyens de se lutter contre ça. Et du coup, bien, on a le paysage assez catastrophique que je vous ai décrit avant. Et vous imaginez bien que même si je suis richissime, je ne vais pas chaque matin boire 1 hectolitre de jus d'orange, 500 petits pains, 100 baguettes et une centaine de litres de café. Donc que je sois riche ou que je sois pauvre, ma proportion va être en 2, 3 ou 4 peut-être pour le petit déjeuner. Et c'est pas génial pour ma santé en plus. En revanche, en termes de flux matière, c'est pas du tout le même problème. Là, quelqu'un d'un pays pauvre va émettre 300 kg peut-être de carbone, et puis quelqu'un qui a un niveau de vie très élevé, ça va se chiffrer en dizaines de tonnes. Vous voyez, donc les deux choses sont quand même relativement différentes. Donc il faut des indicateurs différents, c'est assez compliqué. Et, alors pourquoi vous l'avez vu, je vais vous le redire tout de suite, je passe là-dessus. Donc effectivement, l'objectif d'une économie permacirculaire, eh bien, c'est de faire évoluer la société de telle sorte que les flux qui se sont envolés redescendent progressivement, d'une part, et d'autre part, on peut se donner pour objectif d'être plus ou moins proche d'une planète. Et là, on a un problème social énorme, hein, parce que à partir du moment où vous traduisez ça en empreinte écologique, ça rend la question des inégalités très sensible. Et elle est, dans le temps et dans l'histoire des sociétés, extrêmement sensible. On sait que si vous avez un niveau d'inégalité trop important, c'est évidemment très mauvais pour la société. Ça la rend violente, mais c'est même pas bon pour ceux qui ont au contraire le niveau de vie le plus élevé. Donc voilà, on est sur des choses qui sont assez difficiles. Donc l'idée, ça serait de redescendre sur 30, 40 ans, puis après d'avoir en matière de flux une certaine forme de stationnarité. Et donc là, on va distinguer 3 niveaux. Et ces 3 niveaux, ils sont très intéressants, ils fonctionnent comme des poupées russes. Aucun niveau n'est mauvais.
aucun niveau n'a pas de sens. Simplement, pour arriver au résultat final, il faut les emboîter. Le premier niveau, c'est l'économie circulaire, par exemple, telle que la Fondation Ellen MacArthur nous la vend. Et alors, c'est bien, il faut faire ça, c'est très important. Mais en fait, quand on raconte ça à de jeunes ingénieurs qu'on forme, c'est pas toujours plaisant pour eux, mais c'est le travail de l'ingénieur qui va faire qu'on va produire en sortie d'usine un bien qui va consommer moins d'énergie, consommer moins de matière. Vous allez dire, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut faire. Bravo, cher ingénieur. Mais le monde étant un peu pervers, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, on baisse le seuil d'accès au marché de ces biens, et donc on en consomme plus. Et comme on en consomme plus, les flux générés, les flux globaux, évidemment, croissent. Donc, le premier niveau est très important, mais il n'est pas suffisant. Deuxième niveau, et là, c'est pas un gauchiste qui a fait le calcul, hein, c'est François Grosse, qui est un ami, qui a été très longtemps cadre dirigeant de chez Veolia et qui a créé sa propre entreprise, qui s'appelle Fort City. En quelques années, ils sont passés de quelques-uns à pratiquement maintenant 300 salariés. Eh bien, ce qu'il a montré lui, c'est facile à comprendre, eh bien, c'est que ce qui conditionne l'efficacité du recyclage, ce n'est de loin pas seulement le taux de recyclage. Ce qui conditionne l'efficacité du recyclage, c'est le taux de croissance d'une matière donnée. Quand vous recyclez, ça veut dire que vous réintroduisez dans l'économie un matériau qui était introduit, alors ça va dépendre, ça peut être quelques années jusqu'à 40-50 ans avant. Alors évidemment, plus le temps de résidence est long, dans le bâtiment, elle a plutôt tendance à être assez longue. Vous imaginez la consommation de cuivre, je crois aujourd'hui à l'échelle du monde, et la production c'est 16 millions de tonnes, il y a une quarantaine d'années, c'était la moitié. Si je recycle, même imaginons que je recycle les 3/4, c'est-à-dire je vais réintroduire, c'est déjà énorme, je vais réintroduire les 6 millions de tonnes 40 ans après, je dois encore aller en chercher 10. Vous voyez bien que tant que le taux de croissance a été calculé excède un taux de 1%, la part que je recycle, compte tenu du taux de croissance qui autrefois, et encore pour les matériaux, pour les métaux, on est toujours sur les taux de croissance de ce type-là. Et vous verrez d'ailleurs tout à l'heure qu'en fait, les flux de matière au monde augmentent depuis 2000 avec les grands émergents beaucoup plus vite que le PIB mondial, rapport de l'ONU de juillet 2016. Eh bien, en fait, la part que je recycle, c'est peanuts. C'est pas grand-chose par rapport à ce que je vais extraire à nouveau. Et puis, troisième niveau, alors là, on serait sur celui de l'économie permacirculaire qui prendrait tout ce que je vous ai dit avant au sérieux. Alors là, on se donne l'objectif, à 30, 40 ans, à redescendre les flux. Et comment redescendre les flux sans supprimer les emplois? Comment redescendre les flux sans devoir aller déambuler à quatre pattes et à manger l'herbe des champs, etc., etc. C'est un défi énorme. Mais il y a des solutions. Mais c'est vraiment un défi énorme. Alors, on passe. Donc là, c'est un petit schéma pour vous montrer effectivement ce que ça donne avec un certain taux de croissance. Donc ce que je réimporte est très, très, très faible. Là, c'était un papier écrit avec François Grosse et Romain Ferrari, donc deux industriels, où on incitait les pouvoirs publics à réfléchir. Alors, il y en est sorti un petit truc dans la stratégie d'économie circulaire, mais à réfléchir à une substitution progressive, soit de matières secondaires, donc recyclées à la matière première, soit de matières biosourcées. Alors, sur ce plan-là, on a fait des progrès qui sont gigantesques. Et je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, les techniques sont très importantes, mais on ne peut pas tout en attendre. Les techniques, ça ne fait pas du miracle. J'essaie de vous le montrer tout à l'heure avec l'énergie. C'est vrai pour tout. Et dans notre société, on a une attitude débile par rapport à nos propres techniques. On fait comme si elles étaient miraculeuses. Non, elles ne sont jamais miraculeuses. Et donc, là, je vous rappelle, hein, le mantra du développement durable, c'était ce qu'on appelle découplage. C'est-à-dire qu'on allait continuer à s'enrichir avec des flux de matière et d'énergie sous-jacents qui, eux, allaient se réduire. À l'échelle globale, c'est l'inverse qui se passe. Nos flux de matière explosent. Alors, là, c'est pour insister aussi sur les aspects
d'ingénierie écologique. Hein. On a fait des progrès qui sont tout à fait fantastiques. J'ai combien de temps encore? 5 minutes? Voilà, 5 minutes, ok. Donc je vais vite. On peut faire des choses assez extraordinaires, notamment en termes de matériaux, et c'est des progrès qui sont très récents, qui ont pour beaucoup d'entre eux moins de 10 ans. Et ça, évidemment, par rapport au bâtiment, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Alors, donc là, c'est les différentes stratégies, je vais là-dessus. Là, je vais passer très vite, mais si vous voulez, on a aussi une forme de fétichisation de la croissance. Si je regarde ce qu'a été les 30 Glorieuses, eh bien la croissance durant les 30 Glorieuses a vraiment débouché sur 3 biens. Augmentation du bien-être, création de plein emploi, réduction des inégalités. Et en fait, si vous voulez, chacun de ces flux, depuis le début des années 70, s'est petit à petit converti en poison. Si vous voulez qu'on y revienne, je reviendrai dans la discussion parce que je voudrais finir sur autre chose. Donc là, c'est une stratégie qu'on avait proposée au gouvernement, il en est resté vraiment un chouïa, il en reste un petit quelque chose, je passe là-dessus. Là, c'était pour vous montrer qu'il y avait ce qu'on appelle une TVA circulaire, c'est-à-dire une baisse de taux pour les biens dont les externalités environnementales sont en dessous d'un certain seuil. Eh bien, ça mettrait au même prix un bien plus vertueux qu'un bien moins vertueux. Ce serait aussi une logique sociale, d'ailleurs, entre eux. Et maintenant, j'en arrive, si vous voulez, à la bascule de civilisation, au seuil de laquelle nous sommes. Donc, j'ouvre encore plus le champ que je ne l'ai fait. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a 2 récits qui sont concurrentiels. 2 récits et derrière 2 paradigmes, de manière de comprendre l'évolution à venir de la société. On a celui que nous racontent les GAFA. Google, Apple, Facebook, etc. Là, c'est très clair. Il n'y a aucun problème. On continue. Et le numérique va nous sauver. On parlait du BIM tout à l'heure. Je ne sais pas si vous serez sauvé par le BIM. J'ai entendu, ça va l'air plus compliqué que ça. Et donc là, ça veut dire que c'est en même temps ce qu'on appelle le néolibéralisme, mais en même temps ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les biens classiques, les perspectives de croissance sont très limitées. Pour redonner du peps à la croissance, on marchandise tout. Les gènes, les capacités cérébrales, votre survie, que sais-je, etc. Mais en même temps, on continue toutes les courbes que je vous indiquais tout à l'heure et tout le degré de destruction que vous avez vu. Et c'est très simple. Parce qu'une fois que la Terre ne sera plus habitable, eh bien, vous savez très bien, nous irons sur Mars. Alors, imaginez à quel point la logique est stupide, je vous le dis en 2 mots. Déjà, en général, si vous êtes un Sherpa, vous ne commencez pas à détruire votre camp de base avant de monter sur l'Himalaya. Ensuite, allez sur Mars, allez-y, j'ai aucun problème. La surface est chlorée, faites attention là où vous allez vous asseoir. Vous avez l'atmosphère qui ne vous protège pas de la radioactivité cosmique. Il va falloir que vous viviez dans des souterrains. L'atmosphère n'est pas respirable et vous n'avez rien à manger. Puis, alors, franchement, pas grand-chose à voir. Donc, allez-y. Vous allez dire, mais c'est pas grave, on va terraformer Mars. Mais bien sûr, la terraformation de la Terre, ça a duré 1 milliard d'années. Alors, allez-y, terraformez Mars. Je vous assure que lorsque la planète sera terraformée, le coupé rouge d'Elon Musk sera légèrement démodé. Ok, allons-y, ça c'est un des possibles. Mais moi je vous en offre un autre. C'est peut-être là que vous allez me dire. Alors, celui que j'offre est très différent. Le premier est techno. Le deuxième n'est pas. Il ne refuse pas les techniques, il refuse les techniques, c'est débile, nous autres humains, nous utilisons nécessairement les techniques. Simplement, on les conçoit un petit peu différemment. Et là, en fait, eh bien, celui-là est fondé sur une véritable révolution scientifique qui est en train de se passer. La modernité de génie, de Copernic à Newton, nous a fait nous imaginer que nous étions une espèce à part, hors de la nature. Et que la nature n'était qu'un amas de matière, de petites particules, régies par très peu de lois, dont on sait très simple. Ça, c'est la vision moderne. Dans cette vision moderne, l'homme n'a rien à voir avec la nature. Il est le seul à posséder la pensée, à pouvoir contracter, etc. Le reste, souvenez-vous des animaux machines
chez Descartes, le reste n'est que mécanique. Eh bien, cette vision-là est battue en brèche par une révolution scientifique qui a commencé il y a longtemps, qui a commencé avec Darwin. Elle s'est intensifiée dans la seconde moitié du siècle dernier. Ce sont tous les travaux de l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement des animaux. Et là, on nous a montré que finalement, tous les critères de partition classique entre l'homme et l'animal, l'homme parle, l'homme manie des outils, l'homme a une culture, il a un sentiment moral, taratata. Le langage, évidemment, c'est pas le même, est largement diffus dans le règne animal, l'usage de l'outil est largement diffus. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, ce qu'on appelle une culture, c'est-à-dire l'introduction, une manière de faire nouvelle apportée par un individu et qui est reprise par les autres, c'est très fréquent. Dans pas mal de monde animal, chez les grands singes, on a même un sentiment moral, etc. C'était une révolution très importante. Et aujourd'hui, vous avez une seconde révolution, celle-là, elle est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est toute la révolution de la biologie végétale. Alors, faites attention, je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes des plantes, je ne suis pas en train de vous dire que les plantes vont lire quand dans les toilettes en se cachant. Mais en revanche, et effectivement, si les plantes n'ont pas d'organes vitaux, vous pouvez arraser une plante, elle va repousser. Si on coupe le bras, vous allez dire qu'elle ne va pas repousser. Mais en revanche, les plantes, et alors les arbres, ça devient hyper complexe, ont des systèmes de communication, ont des stratégies, peuvent faire preuve, entre guillemets, c'est nous autres humains qui parlons de solidarité, etc. Mais la différence, si vous voulez, entre le végétal et l'animal, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, il ne faut pas être idiot, elle est poreuse. On est bien dans la même unité du vivant. Et depuis une trentaine, quarantaine d'années, l'anthropologie est en train de faire elle aussi des progrès. Vous avez désormais une anthropologie non humaine. Et en fait, la nature elle-même bruisse de signes. La nature pense, mais encore une fois, ce n'est pas une pensée symbolique comme la nôtre, mais c'est des échanges de signes permanents. Et ça nous amène à penser qu'en fait, nous sommes partie intégrante du vivant. C'est-à-dire la conception moderne de Copernic à Newton, elle est morte, elle est dépassée. Et à Lausanne, eh bien, pour soigner les comateux, on a bazardé les machines extrêmement chères et on s'est aperçu que de mettre un comateux dans un jardin, c'est infiniment plus efficace pour pouvoir la réveiller. Il y a beaucoup d'études qui nous ont montré à quel point, évidemment, le procès d'immunisation qui a duré des centaines de milliers d'années est toujours présent en nous et à quel point le contact avec le milieu est important pour nos équilibres. Et vous voyez très bien aujourd'hui, dans la société, à l'échelle internationale, des signaux faibles qui vont vers ce paradigme. L'affirmation des droits de la nature, je fais très vite, là. L'affirmation des droits de la nature, la reconnaissance, on est encore loin, de l'écosystème, mais par exemple la sensibilité animale. Bon, je ne suis pas végan du tout, mais je suis frappé par la rapidité avec laquelle la sensibilité est en train de changer. Je vous l'ai dit, on est dans un moment de bascule. Et on a le choix, en fait, on a le choix. Disons, en tout cas, on voit s'ouvrir deux perspectives, deux récits, deux manières de raconter notre existence et notre futur, qui sont diamétralement opposées. Et je vous remercie pour votre patience. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour M. Bourg? Sans ça, dans la pause. Il y en a une là. Oui. Voilà, ça marche. Merci. Bonjour monsieur. On pense aux projets à très long terme. Toutes ces projections sont basées sur des modélisations, soit numériques, soit statistiques. La question se pose, quel crédit on donne à ces modèles quand on avait en parallèle, vous avez parlé de la difficulté de calculer avec précision la rentabilité de l'énergie solaire. Donc on se pose la question sur la crédibilité des modèles à très long terme. Alors, c'est une question effectivement très importante. Alors déjà, tout n'est pas de l'ordre des modèles. Vous avez par exemple, quand je vous ai parlé de diversité, d'ailleurs là on ne modélise pas, c'est pas fait,
Mais là, on est sur des constats. C'est-à-dire l'effondrement du vivant, on le constate, on ne le modélise pas. L'augmentation d'un certain nombre de phénomènes extrêmes, on la modélise à l'avance, on la constate. Et par exemple, vous avez, alors maintenant c'est très facile parce que les 2 premiers modèles climatiques atmosphériques ont été créés au début des années 70. Maintenant, vous avez une 50aine de familles de modèles qui fonctionnent, et disons, depuis la fin des années 80, on avait déjà pratiquement atteint ce chiffre-là. Donc on a derrière nous, sur le climat, et sur les évolutions du climat, on a derrière nous presque une 50aine d'années de modélisation, un demi-siècle. En fait, ce demi-siècle de modélisation nous montre, parce que ces modèles étaient fondés sur la théorie de l'effet de serre. La théorie de l'effet de serre, c'est la théorie qui nous indique, ça on peut le montrer expérimentalement, que certaines molécules vont piéger les infrarouges. Le premier à se poser cette question, c'était Horace Bénédicte de Saussure, un Suisse à nouveau, à la fin du XVIIIe siècle. Et lui, il s'est dit, mais comment se fait-il lorsque je me rapproche du Soleil, puisqu'il est allé sur le Mont Blanc, comment se fait-il que plus je me rapproche du Soleil, plus il fait froid? La question n'était pas idiote. Et l'effet de serre, ça vient de lui. Il a fait une petite machine, justement, avec des verres et du bois, où on concentre la chaleur. Et la théorie de l'effet de serre, il y a Pouillet, etc., au début du XIXe siècle. Après lui, ça va se stabiliser avec Tyndall, le physicien irlandais, dans les années 1860. La première fois qu'on commence à faire le lien entre cette théorie de l'effet de serre naturel, sans lequel la température sur Terre serait de moins 18 degrés en moyenne, eh bien c'est avec Arrhenius à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et puis on commence à prendre ça un peu plus au sérieux avec les travaux en océanographie de Revel. Et vous avez la conférence de Villars en 85, là c'est 2 Français, vous avez Lorius et Josel, qui ont, en analysant les bulles enfermées dans la glace, pu montrer la concentration de carbone et le lien entre la concentration de carbone et la moyenne planétaire. Et là, c'est ce qui a convaincu en fait l'ensemble de la communauté des scientifiques du climat du fait qu'effectivement on était dans une expérience de grandeur nature. Et sachez qu'on a commencé à mesurer la variation du degré de concentration du CO2 dans l'atmosphère à Mauna Loa avec le physicien Killing qui était à l'époque l'assistant de Roger Revel, et que les estimations de Killing quelques années après pour le degré de concentration de ce que serait le CO2 dans l'atmosphère en 2000, et il est même mort avant, eh bien en fait on y est, maintenant ça explose parce que vous avez les émergents qui arrivent. Donc, si vous voulez, on a tout ce background théorique de Denham, qui est un background physique solide, et puis effectivement, en termes de modélisation, on a ce passé. En plus, il y a des marqueurs. On sait très bien une molécule de CO2, c'est une question d'isotope, carbone 13, carbone 14. On sait si ça vient de la respiration animale, si ça vient au contraire d'hydrocarbures, si ça a été dans les sous-sols, etc. On a tous ces traçages. Et puis en plus, en même temps que la concentration de CO2 augmente, la concentration d'oxygène diminue exactement de manière parallèle. C'est ce qu'on appelle une combustion que ça peut Lavoisier. Donc on n'a pas de doute sur les fondements de ce que l'on dit. Maintenant, il reste beaucoup d'incertitudes. Et je vous en ai donné quelques-unes. On ne sait pas calculer l'évolution du relargage de métal, etc. Je vous en ai pas parlé, mais on ne sait pas du tout calculer et anticiper la manière dont les glaces fondent. Et dans le passé, on a eu un problème de débâcle glaciaire dans l'Antarctique ouest, parce que vous avez la surface des mers. Donc là, évidemment, quand ça fond, ça fait 1 cm, c'est comme le glaçon dans votre verre. Mais en revanche, une fois que cette partie-là a fondu, les glaciers qui sont à l'aplomb, lorsque vous n'avez plus de mer, ils tombent, ils dégoulinent rapidement. Et là, on a une débâcle glaciaire. Ça s'est passé, ça s'est produit plusieurs fois dans le passé avec des vagues gigantesques et des destructions énormes. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas calculer, sans doute il y en a même dont on ne sait pas calculer. Mais en tout cas, ce qu'on sait calculer nous indique une trajectoire dont le demi-siècle écoulé nous montre que, en gros, c'est à peu près ça qui se passe. Bien, merci.